Julie Gardel de Bordeaux Métropole qui va nous parler du suivi des locations de meublés de tourisme. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler du suivi des locations de meublés de tourisme et plus précisément donc, de tout ce qui nous a permis d'alimenter les données et de créer une application Power BI pour ce suivi des locations de meublés de tourisme. Donc je vais commencer par une présentation de Bordeaux Métropole. Donc je vais essayer de faire vite, surtout pour ceux qui ont suivi la présentation de mes collègues sur Magnéto tout à l'heure. La CUB est devenue en 2015 Bordeaux Métropole, donc suite à la loi pour la modernisation de l'action publique territoriale et de l'affirmation des métropoles, donc qui a créé les métropoles. Donc suite à cette création de métropole, une démarche de mutualisation de certains services, donc entre les 28 communes, a été entamée, et notamment du côté de la Direction générale du numérique et des systèmes d'information. Et à ce jour, donc, on a 14 communes qui ont mutualisé leur SI, ce qui représente environ 15 000 utilisateurs et puis un peu plus de 1000 applications métiers. Donc pour vous donner un ordre d'idée sur le nombre d'utilisateurs qu'on peut avoir, notamment côté décisionnel, actuellement dans notre plateforme Business Object, on a environ 2000 utilisateurs. Donc on a quand même un nombre conséquent d'agents qui sont susceptibles de travailler sur les données. Au niveau organisation, Bordeaux Métropole est découpé en 4 pôles territoriaux. Pôle territorial sud, ouest, rive droite et Bordeaux. Et le projet donc, de suivi des locations de meublés de tourisme a été mené avec le dernier pôle, avec le PT Bordeaux, et sur le périmètre de la ville de Bordeaux uniquement. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail de notre service et de notre centre. Donc nous sommes au sein de la DIAN, donc la Direction Innovation et Aménagement du numérique, dans le service de valorisation des données territoriales et dans le centre usage, valorisation et diffusion de la donnée. Donc nos différentes missions, donc elles consistent à charger les données donc dans les entrepôts, aussi bien SIG que alphanumérique, à préparer et à modéliser les données, et puis bien sûr à mettre à disposition les outils à destination des agents pour la restitution des données. Et puis, on a aussi la publication, bien sûr, en open data, l'exploration avec le Data Lab, dont vous avez un petit aperçu tout à l'heure. Et puis, la mission principale, donc d'accompagner les métiers sur les projets décisionnels. Au niveau des outils, donc là, vous avez un petit schéma sur notre architecture décisionnelle. Au niveau des outils qu'on utilise, on est principalement sur Business Object, qui est l'outil historique de restitution de Bordeaux Métropole. Et puis depuis quelques années, on utilise aussi Power BI. Donc pour l'instant, on a encore les deux outils, car pour nous, ils sont assez complémentaires, puisque sur Business Object, on est plus vraiment sur la donnée de détail, les rapports paginés, et puis Power BI sur la data vise. À côté de ça, on a aussi GeoKey, qui est notre outil de géodécisionnel. Puisqu'on va le voir tout à l'heure, on fait un petit peu de cartographie dans Power BI, mais c'est plus côté illustration. Et dans l'outil géodécisionnel, on va beaucoup plus loin sur des données de cartographie beaucoup plus précises. Voilà. Et nos partenaires actuels sur ces outils sont Decivision et Telio sur notre marché décisionnel. On est donc un service de la data en pleine évolution, puisque la métropole a défini fin 2021 cette orientation numérique. Et la gouvernance de la donnée, donc c'est un enjeu stratégique majeur. L'objectif, c'est vraiment de reprendre la main sur cette gouvernance, sensibiliser les métiers et puis mettre à disposition des administrés un véritable service public de la donnée, notamment avec tout ce qui concerne l'open data. Et puis 2022, pour nous, ça sera l'alimentation des données dans le data lake que nous venons de mettre en place. Donc nous allons accélérer côté chargement des données. Donc maintenant, je vais vous parler du contexte qui nous a amené donc, à travailler sur ce projet de suivi des locations de meublés de tourisme. Donc en 2018, on avait près de 10 000 locations de meublés de tourisme, donc toutes plateformes de location confondues. On avait beaucoup d'annonces parce que Bordeaux est devenue une ville beaucoup plus attractive, donc notamment avec l'arrivée de la LGV en 2017. Le tourisme s'est énormément développé ces dernières années. Donc ce qui a eu pour conséquence que beaucoup de logements meublés sont sortis du circuit
du circuit classique, donc pour être mis en location de courte durée, donc en type meublé de tourisme. Et on a même des investissements qui ont été effectués uniquement pour ces mises en location. Donc les locations classiques, de plus en plus difficiles à trouver, notamment pour certains profils sur des petites surfaces, avec les étudiants qui ont de plus en plus de mal à se loger. Donc la municipalité a décidé d'agir. Elle a mis en place une nouvelle réglementation très restrictive, parce qu'au final, il est pratiquement interdit de louer en type meublé de tourisme, sauf 2 exceptions. Donc on peut louer que sa résidence principale, mais dans la limite d'une durée inférieure ou égale à 120 jours. Et on peut également louer une résidence secondaire, mais la condition, c'est de compenser donc l'usage de la résidence secondaire qui devient un meublé et non plus une location classique par la transformation d'un autre local. Donc il faut compenser par exemple en achetant un local de type commercial et pour qu'il devienne une habitation, une location classique et dans la même zone. Donc autant dire que c'est quand même très restrictif, ce qui fait que c'est assez dissuasif de louer une résidence principale. Et à cela s'ajoute l'obligation de déclarer donc en mairie, pour tous les logements qui sont mis en location de courte durée, un numéro d'enregistrement qui est unique et qui permettra donc à la municipalité d'effectuer les contrôles. Et pour effectuer ces contrôles, une cellule dédiée a été mise en place avec des agents assermentés. Donc ces agents ont eu besoin d'outils de suivi pour effectuer ces contrôles. Donc le premier besoin, c'est d'avoir un outil qui permet déjà de répertorier toutes les annonces qui sont en ligne et pour pouvoir identifier tous les logements qui sont mis en location. Donc ça, c'était un besoin très opérationnel. C'est ce qui nous permet aussi de récupérer toutes les données qu'on va exploiter par la suite. Et puis après, un besoin donc plus global, plus décisionnel de suivi de l'impact de la réglementation et de l'impact des contrôles. Donc vraiment un besoin décisionnel pour suivre donc l'application de réglementation et des politiques publiques. Donc au niveau du planning, comment ça s'est passé? C'est un projet qui a démarré début 2019. On a lancé donc un appel d'offres pour la première application de chargement, donc de récupération des annonces, qui a été mise en ligne en mode SaaS en juillet 2019. Et puis entre juillet et fin d'année 2019, on a travaillé sur l'intégration des données pour la création de l'application sous Power BI. Donc comment ça s'est passé au niveau de la récupération des données de plateforme? Donc le premier objectif, c'était vraiment d'avoir une vision globale de toutes les annonces détaillées, et puis surtout de voir les locations qui étaient déclarées ou non et qui avaient un numéro d'enregistrement. Donc il existait déjà des outils en libre accès comme le site Inside Airbnb qui récupère toutes les annonces de Airbnb, mais ça concerne que Airbnb, donc même si c'est 80% du marché à peu près, on avait besoin d'avoir quand même l'ensemble des acteurs du marché pour pas passer à côté de gros loueurs. Donc un appel d'offres a été lancé pour cette application de suivi et on a contractualisé avec la société Tokelcode qui proposait donc une application de suivi sur cette plateforme et qui nous permet donc chaque mois de récupérer la liste détaillée de ces annonces avec celles qui ont un numéro d'enregistrement ou pas. Donc on a rencontré pas mal de problématiques, notamment RGPD, puisque ce sont des données à caractère personnel au niveau des adresses et des numéros d'enregistrement. Donc là, on a fait toutes les déclarations nécessaires pour être en conformité avec la réglementation. Et au niveau des nuitées, depuis fin 2019, la loi Elan oblige les loueurs à nous fournir aux communes qui en font la demande l'ensemble des nuitées qui ont été réservées sur leur plateforme. Donc là, là aussi, ce sont des données privées à caractère personnel, donc non communicables, et qu'on utilise uniquement à des fins de contrôle. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu plus en détail les traitements qu'on a effectués. Donc je vais basculer sur la partie technique. Donc on a un traitement mensuel avec un flux entrant. Tous les mois, nous chargeons un fichier CSV avec la liste des annonces que nous avons récupérées.
Donc on fait un petit peu de nettoyage, on consolide par exemple sur les types de logements qui n'ont pas forcément les mêmes libellés entre les plateformes. Voilà, on met des checks sur les licences qui sont renseignées qui sont renseignées oui non. Les traitements nous permettent aussi d'historiser donc les données. Donc ces fichiers sont chargés dans notre première couche réception qui est notre couche de staging et qui nous permet avec un traitement itératif dans Talend de charger un ou plusieurs mois en même temps. Ensuite on met à jour nos tables de l'entrepôt avec donc les données à nettoyer préparées. Et puis on identifie donc les lignes actives qui sont les données du mois et on archive les données qui sont devenues inactives. Et qui ne sont plus dans le pool des annonces. Donc ça, c'est un traitement mensuel. Et au niveau des technos, donc on utilise Talend en version TOS 7.3, et puis un outil de supervision qui s'appelle ETL Tool, donc qui est très pratique pour nos traitements de Talend, parce qu'il permet de recenser et de stocker, de visualiser dans une même plateforme tous nos traitements. Et puis aussi de stocker nos variables. Donc, par exemple, on ne fonctionne plus avec le système de fichiers. On a tout qui est géré par cet outil, qui est aussi un petit ordonnanceur et qui nous permet de lancer à la demande des traitements de manière plus ou moins manuelle, sans avoir à passer par l'ordonnanceur. Au niveau des traitements SIG, parce qu'on fait en plus des traitements alphanumériques, quelques traitements au niveau géographique. Donc les données mensuelles qu'on reçoit, elles disposent déjà le prestataire nous fournit déjà des coordonnées XY. Donc là, on n'a plus qu'à les récupérer dans l'objectif de les passer aux iris et aux quartiers. Donc les iris, pour les personnes qui ne sont pas familières avec ce terme, c'est les îlots de regroupement pour l'information statistique. Donc c'est un regroupement qui est beaucoup plus détaillé sur les quartiers. On a par exemple 88 sur Bordeaux. Ça contient à peu près 2000 habitants. Donc ils ont des tailles suivant la densité plus ou moins grande. Et c'est intéressant parce que ça permet de faire des analyses assez détaillées. Donc c'est un visuel qui est assez intéressant. Et en général, donc les données géographiques, on essaie de les rattacher aux iris en plus des quartiers pour avoir ces visualisations. Au niveau des données annuelles, là on reçoit des adresses en mode alphanumérique. Donc là, en premier traitement, on fait un géocodage de ces adresses avec notre géocodeur interne que vous pouvez trouver sur l'Open Data, mais vous pouvez également utiliser le géocodeur national sur l'adresse du site data.gouv. Et on réaffecte ces adresses géocodées aux iris et aux quartiers, donc le même traitement que ci-dessus. Donc ça, c'est un traitement qu'on fait dans notre ETL FME. Donc on ne fait pas dans Talend parce qu'on utilise FME qui est beaucoup plus orienté données SIG et qui est donc qui a plein de fonctionnalités liées au traitement SIG, qui est beaucoup plus pratique et qui est un outil très graphique et visuel et assez accessible. Il y a pas mal de métiers en interne chez nous qui s'en servent, donc voilà, qui est bien pratique. Et c'est également, donc une fois qu'on a ces traitements, on a notre master Talend et notre workbench FME, et on peut les ordonnancer avec notre ordonnanceur donc dans VTOM. Donc maintenant, je vais passer sur la partie rapport pour BI. Donc nous avons construit le rapport à partir du desktop. Donc là, nous importons les données directement depuis notre entrepôt de données Oracle à partir des vues qui sont créées sur donc, le SID qui va être dédié aux locations de meublés. Donc on a un schéma dédié qui nous permet de gérer la sécurité et puis de préparer les données. Donc là, à partir d'une seule table qui contenait toutes les annonces, j'ai créé deux vues. Une vue avec les données en cours, sur le mois en cours, et puis une vue avec les données historisées. Ce qui m'a permis de donc faire une modélisation en étoile pour exploiter au mieux la data vise dans Power BI, avec ces tables donc, de faits qui contiennent les vues mensuelles et annuelles et archivées, qui sont reliées par donc les dimensions sur le type d'hébergement, les quartiers,
Et puis, comme vous pouvez le voir, donc alors c'est peut-être un peu petit, mais les iris, les quartiers, et puis les plateformes. Voilà. En dehors de ça, on a chargé en plus des fichiers CSV directement dans Power BI, donc qui est quand même assez pratique pour ça et qui est assez souple, qui était, pour une idée du suivi, les données inside NBRB, donc là qu'on n'avait pas trop d'intérêt à stocker dans l'entrepôt. Donc le fait de les importer directement dans Power BI permet de créer également des rapports dessus. Et puis une petite partie des données INSEE pour faire une analyse un peu différente. Là, je vais vous faire non, c'est la slide d'après. Donc le rapport Power BI, voilà à quoi ressemble la page d'accueil. Donc le rapport desktop a été publié sur notre portail app.bi qui est potentiellement accessible à tous les agents. Donc là, bon, mais seule une poignée de personnes ont accès à ces données. Donc on a fait une page d'accueil et puis une page qui présente des KPI de manière interactive. Donc là, c'est vraiment pour avoir une vision globale, pour montrer une vue par quartier. Donc ça peut être présenté en réunion ou sur une réunion de quartier, par exemple. Donc là, alors c'est filtré sur un quartier de la Bastille. Normalement, c'est un nuage de mots. C'est pour ça que c'est présenté de cette manière. Mais voilà, tout est interactif. Donc si on clique sur la carte, toutes les données vont se mettre à jour. Donc c'est assez intéressant d'avoir cette vision-là. Donc là, on peut voir déjà qu'on est à 80% de logements déclarés et puis qu'on a une baisse sensible depuis l'année dernière puisqu'on est à moins 19% en volume d'annonces. Maintenant, je vais vous faire un petit focus sur l'import des fonds de cartes dans Power BI. Puisque donc là, il y a plein de manières de faire de la cartographie dans Power BI. Mais si on veut des cartes vraiment personnalisées avec nos propres couches Shape, il faut faire un petit traitement pour importer des cartes au format topo.json. Donc là, ça se fait sur des sites tels que mapshipper.org et puis ça permet de faire une carte de type choroplète de cette manière. Donc après la vision sur les KPI, on descend plus en détail sur le suivi de volume d'annonces par plateforme. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc là, on est sur le détail des points directement sur les adresses. Donc les agents peuvent cliquer sur le point, ça leur donne les adresses. Et puis en rouge, c'est les déclarés. En vert, les non déclarés. Ils peuvent appliquer des filtres pour trouver directement les logements qui les intéressent. Donc logement entier, par quartier, par annonce, par plateforme. Et puis avec le suivi de l'historique, là vous pouvez voir qu'on a une baisse sensible sur les derniers mois. Et puis on peut switcher donc les points, donc une visualisation par quartier et par iris. Bon là c'est l'exploitation simple du suivi du fichier Miami avec le même principe avec les points. Là, on a filtré par nombre de commentaires, ce qui permet de voir les annonces qui ont le plus effectué de location. Et puis, on retombe directement sur l'annonce. Et enfin, un dernier visuel donc pour avoir une autre vision par rapport au pourcentage de logements. Donc, ça permet de voir le nombre d'annonces qui sont en ligne par rapport au nombre de logements qui existent dans l'IRIS. Donc, ça va de 5 à 20%, bon là on est plutôt autour de 5 maintenant, avec la baisse sensible des annonces, mais vous voyez qu'il y a certains quartiers où il y a beaucoup d'annonces par rapport au nombre de logements. C'est dans ces iris-là que ça pose le plus de problèmes. Voilà, en conclusion, on peut voir que les effets de la réglementation, on peut voir directement les effets grâce à cette application qui ont eu un effet indéniable, puisqu'on a on a maintenant plus que 4000 logements type logement entier qui sont en ligne. On partait de 8000 en fin 2018. Donc bien sûr, il y a eu l'effet Covid entre-temps, mais c'est pas uniquement imputable à l'effet Covid, puisqu'on voit qu'on a maintenant un nombre d'annonces déclarées qui s'élève à 80% fin 2021. Et c'est notamment donc au travail de la cellule et puis grâce à l'application de la réglementation par les loueurs qui ont fait le ménage donc dans les annonces qui n'étaient pas déclarées, puisque maintenant ils ne peuvent plus mettre en ligne des logements qui n'auraient pas de numéro d'enregistrement.
Et donc maintenant, les prochaines étapes par rapport à ce projet. Donc le ministère de l'économie et du logement mène une expérimentation avec plusieurs villes, donc pour une mise en relation directe entre les communes et les acteurs du marché. Donc ce qui va pouvoir permettre de récupérer de manière plus régulière et non plus annuelle les réservations effectuées. Et puis, on peut imaginer d'autres cas d'usage comme le croisement avec maintenant qu'on a la couche à l'iris, avec d'autres couches comme par exemple un suivi des augmentations des prix au mètre carré pour voir s'il y a eu des effets avec les locations dans certains quartiers au iris. Donc, voilà. Merci. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation, un bel exemple de données et de comment les représenter et de leur impact en fait sur la ville et sur la société. Moi j'ai une question, alors je ne sais pas si c'est directement lié à ça, mais effectivement est-ce qu'il y a, j'aurais aimé qu'on parle du côté collecte de données hétérogènes au départ et de réconciliation en fait de données, parce que si le même loueur publie son annonce sur plusieurs sites, il y a une réconciliation simplement avec son numéro de loueur ou comment ça se passe? Alors effectivement, il y a une réconciliation avec son numéro d'enregistrement, mais l'annonce, on a des numéros uniques d'annonce, donc l'annonce peut être potentiellement comptabilisée plusieurs fois. Mais le numéro d'enregistrement, effectivement, va nous permettre, si elle est déclarée, va nous permettre d'effectuer une réconciliation. Sinon, ça sera avec l'adresse, mais il faut que ça soit l'adresse précise. Et s'il n'y a pas de numéro d'enregistrement, c'est pas forcément l'adresse précise, c'est une estimation qui est récupérée. Ah, donc, voilà. ouais, donc il y a beaucoup de monde qui travaille sur justement le nettoyage des données en amont, parce que... Alors ça, c'est notre prestataire qui effectue. Donc je ne pense pas qu'il soit très nombreux, mais ça, c'est un travail qui n'est pas fait directement en interne. Voilà. Et de la même manière, il y a peut-être aussi des problèmes de réconciliation sur la durée, en fait, sur une fois qu'on a archivé des données, pour suivre le bien sur la durée. Est-ce qu'il y a des choses particulières ou est-ce que chaque mois est différent en fait et on repart à zéro? Alors nous, on charge, on reçoit l'ensemble des annonces chaque mois. Donc on a quand même un numéro d'annonce de la part qui est fourni par le prestataire qui nous permet de suivre justement si une annonce a disparu ou pas et si elle est toujours active. Et puis on a aussi l'URL sur la plateforme qui nous permet de faire le lien. D'accord. Et vous avez un conseil pour une annonce pas chère d'un Bordeaux meublé ou... Non, on ne peut pas avoir ça. Alors pas cher, vous avez vu le prix moyen. C'est pas forcément bon marché. Mais et les quartiers où il faut investir? Alors les quartiers, alors ça sera l'objet d'une autre application sur le suivi de la valorisation des données foncières. En 2023 alors, Data Aquitaine 2023. Exactement. Okay. Et ben merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette présentation. Et puis on se retrouve après la pause pour...